Bien à vous, chers fidèles de l'émission Majuscule et Propos. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la littérature à l'occasion de la 5e édition des rencontres internationales du livre francophone ici à Kigali, avec comme thème la littérature comme fabrique de la citoyenneté, une invitation à repenser le rôle du livre dans nos sociétés, non pas comme un simple objet culturel, mais comme un véritable outil de compréhension, de dialogue et de transformation sociale. Dans un monde en quête de repères, où les questions de mémoire, de vivre ensemble et de transmission sont plus que jamais essentielles, la littérature apparaît comme un espace de réflexion, mais aussi comme un espace d'action, et nous aide à repenser, à penser notre histoire, à questionner le présent et à imaginer l'avenir. Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 invités. Jean-Michel Diane, journaliste, politologue et écrivain. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la télévision rwandaise. Et Jean-Michel, vous avez été rédacteur en chef du Monde de l'éducation et de la culture. Et vous avez créé et dirigé la revue France Culture Papier, c'est ça? Absolument. Avec nous également sur ce plateau, Dieudonné Nianguna, je prononce bien le nom. Dieudonné, vous êtes auteur dramatique, metteur en scène et acteur congolais, c'est ça? Oui. Et vous avez fondé la compagnie Les Bruits de la rue et développé une œuvre singulière portée par une langue poétique et une forte recherche dramaturgique. Bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Avec nous également Madame Chantal Bousserouka. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous êtes conférencière, femme de culture et vous êtes surtout engagée pour la jeunesse africaine et vous sensibilisez surtout contre l'immigration clandestine et vous encouragez au patriotisme et à la contribution des jeunes au développement du continent. C'est ça, oui. Oui, vous allez donc nous aider à comprendre les enjeux qui sont liés à la jeunesse. Et pour commencer, une question que je vais poser à vous tous les 3. Aujourd'hui, pourquoi est-il encore essentiel de défendre la littérature comme un outil de citoyenneté? Pour commencer avec vous, Jean-Michel. Écoutez, la littérature fait partie de la vie et le seul moyen que nous avons de comprendre les subtilités du monde, c'est de pouvoir lire des auteurs et surtout de les installer dans une chronologie de l'humanité qui nous oblige à réfléchir, à penser comment on peut vivre ensemble, puisque oui, c'est toujours la même question qui est posée. Oui. Et le danger qui est sous-jacent à ce constat, c'est de voir que on lit de moins en moins, notamment les jeunes, et surtout, les gens n'achètent plus de livres, ont beaucoup moins de livres. Heureusement, on en achète encore, il y a beaucoup de salons du livre. Oui. Mais globalement, il y a une difficulté de transmettre une certaine culture par la littérature. Oui. Avant, la littérature avait le monopole. Maintenant, ce n'est plus la littérature qui a le monopole. Ce sont les images, la télévision, ce sont les portables, ce sont les tablettes. Voilà, donc c'est un nouveau langage qui vient supplanter la littérature, ou en tout cas qui la concurrence. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui mérite réflexion. Oui. Et vous, Dieudonné, en tant qu'auteur dramatique, comment estimez-vous le rôle de la littérature au service de la citoyenneté? Je trouve que la littérature, comme un geste poétique du vivant,
est quelque chose qui constitue bien évidemment, comme tous les gestes poétiques du vivant, à son émanation, à son développement, à son éclosion, autant psychique que mental, intellectuel, physique, sentimental et tout. Donc déjà de ce point de vue, comme on a besoin de la beauté, on a besoin de la poésie, mais dans tous les sens du beau. Hein? Dans tous les sens du beau, c'est très intéressant. Donc par rapport à cela, il est très important de ne jamais perdre de vue cette chose qu'est la littérature, c'est-à-dire dans sa place, là, de ne jamais perdre de vue la place qu'on doit lui accorder dans nos sociétés. C'est une place éminemment intéressante pour la recherche du beau, du bien, du sens, du sensé, et par rapport à comment ils le questionnent, et par rapport aussi à comment nos sociétés questionnent leur rapport par rapport à cette chose. Parce que si nous la perdons, je trouve que nous allons perdre quelque chose d'assez important dans notre mobilité, autant spirituelle, physique que intellectuelle. Voilà, c'est comme un pilier de notre charpente et qu'il est important de ne pas perdre. Oui. Et Madame Chantal, vous vous intéressez beaucoup plus à la jeunesse. Et comment est-ce que la littérature est aujourd'hui perçue chez les jeunes? En tout cas, par mon expérience, j'ai eu d'abord, à partir de moi-même d'abord, Oui, comment je suis arrivée à l'écriture. c'est ça. C'est parce que je voyais autour de moi des livres. Et mes parents étaient tous les deux, toujours la tête dans les livres. Et en tant qu'enfant, je me posais des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas avec nous? Oui. Et par amour aussi, je pense que les filles ont quand même quelque chose un sentiment plus prononcé vers le papa, je ne sais pas pourquoi. Et cet amour-là envers lui, et je voulais copier un peu. Je voulais un peu copier tout ce qu'il faisait. À part qu'il était médecin, il était toujours à l'hôpital et tout. Un petit moment où, pendant qu'il était à la maison, il lisait. Et moi, je voulais savoir, mais c'était quoi? Je ne savais même pas c'est quoi le livre. Oui. C'est à partir de là maintenant que je commence. Bon, je suis entrée à l'école primaire. Et là, je me suis vraiment appliquée à apprendre à lire et à lire et à écrire. Bon, à l'époque, c'était la calligraphie, c'était vraiment poétique aussi, hein, quand on voyait la maîtresse sur les tableaux entrer. Ça nous emportait quoi, à faire la même chose. Et après, c'est devenu... la passion a commencé par là. D'abord à la maison, autour de moi, et puis à l'école, avec tous ces enfants nombreux, en train de suivre la même personne, C'était extraordinaire. Et après est venue la dictée, et tout ça, j'étais appliquée à ça, et puis voilà, la narration, la dissertation, et la passion de la lecture a commencé par là. Vraiment, pour moi, c'était... je ne pensais pas un jour que j'allais écrire un livre, c'était pas possible. Oui. C'était pour les élites, les érudits. Et puis, à un moment, il faut qu'il y ait un déclic. Parce qu'on ne commence pas, on ne naît pas écrivain. Oui. Ça vient avec quelque chose qui te pousse, c'est une pulsion, quelque chose qui te hante. Tu dis, bon, je vais transmettre comme quelque chose. Alors moi, je dis, la littérature, c'est l'ensemble de tous ces arts, que ce soit les romans, que ce soit les récits, que ce soit tout ça, l'ensemble de tout ça qui nous permettent de transmettre aux autres ce que nos pensées, et à partir de nos pensées, donner aussi des leçons de morale. Et ça renforce aussi comment transmettre les valeurs, l'intégrité culturelle. Tout ça, ça passe par tout ça. Et moi, je pense que la littérature, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas... les gens ne lisent pas. Pas partout, hein, les gens ne lisent pas. C'est par rapport, je pense. Et je pense que nous aussi, nous n'allons pas nous décourager. Parce que la littérature va toujours continuer, parce que ça a commencé bien avant nous, et ça va toujours continuer, même s'il y a aujourd'hui beaucoup d'autres facteurs qui arrivent, la technologie, les numériques. Mais bon, quelque part, tout ça, ça puise Oui. parce que nous, dans la littérature traditionnelle et tout ça, je pense qu'on n'a pas à se décourager, mais on peut adapter tout ce que nous écrivons, on peut adapter dans la technologie d'aujourd'hui à faire beaucoup de choses, à transmettre autrement, mais c'est toujours transmettre. Oui. Et alors, comme vous le dites, cet engouement à la littérature diminue de plus en plus. Les gens ne lisent plus comme dans le temps. Et Jean-Michel, avec vous, est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver
cet amour de la littérature qui s'opère de plus en plus? Il y aura toujours, c'est ce que dit Chantal d'ailleurs, il y aura toujours des littérateurs, il y aura toujours des gens qui écriront, il y aura toujours des gens qui les liront. Oui. Mais l'intérêt de la littérature, c'est la coïncidence d'un génie ou d'un talent avec une certaine image du monde. Et ça, il n'y a que le langage pour mettre en scène tout ça. Et ce n'est pas une question de tribu, de nation, de peuple, c'est des individualités. Moi j'ai eu la chance d'avoir été, je suis toujours le biographe de Kourouma. Bon, Amadou Kourouma, ce personnage, c'est pas son métier d'être écrivain au départ. Au départ, il est assureur. Et il se met à écrire des livres absolument exceptionnels. À chaque fois, il fait des ouvrages. Enfin, maintenant, il est décédé. Mais le premier, Les Soleils des Indépendants, c'était déjà une manière de regarder avec du recul ce qu'ont été effectivement ces indépendances. Et puis il écrit un livre absolument incroyable qui s'appelle « Monnaie, outrage et défi », qui est un espèce de mélange entre les contes, l'oralité, une certaine littérature. C'était absolument extraordinaire. Oui. Eh bien, ce sont les gens du Nord, les Blancs, comme vous dites, oui, qui ont regardé cet homme comme un créateur de littérature. Et il a continué avec Allah n'est pas obligé. Bref, je cite le cas de Kourouma, mais il y en a plein d'autres. La littérature, son domaine, c'est l'universel. C'est pas le territoire, c'est l'universel. Donc c'est pas parce qu'on habite en Angleterre qu'on sera un très bon écrivain, par exemple. Ça n'a rien à voir. Oui. Le génie, il est planqué dans un cerveau. Il faut essayer de le trouver. Et alors, Dieudonné, est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cet engouement pour la littérature qui diminue, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des valeurs qui se perdent dans nos sociétés actuelles? Je ne crois pas, parce que je ne suis pas pessimiste, je ne suis même pas vraiment réaliste. Je suis beaucoup plus utopiste, rêveur, c'est peut-être mon côté poète lunaire. Et j'aime ça, avoir un sens de la projection, projeter toujours. Tu sais, on a vécu ces situations qui étaient pas mal, donc si on n'avait pas la foi envers la croyance d'un avenir ou d'un possible, à un moment tu croises les bras et tu dis... pourquoi continuer? Non, c'est la conviction qu'on a qu'un lendemain peut être possible, moi, qui me permet d'écrire ou qui me permet de monter sur une scène ou de transmettre un geste. J'ai beaucoup de confiance envers cette génération qui va arriver, même si la littérature est en train de subir, de passer tout au moins, une étape qui n'est pas très très drôle, parce qu'évidemment, il y a un lectorat qui diminue, il y a des possibilités qui manquent, tout et tout. Mais je considère ça comme étant une respiration, comme une période de crise, comme un moment comme ça, il y a un creux au milieu de la route. Il y a un gros caillou. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déplacer le caillou. Voilà. On ne va pas s'arrêter à regarder le caillou pour dire « il y a un caillou au milieu de la route ». Il faut le soulever, il faut le déplacer pour qu'évidemment, on puisse circuler. Donc voilà. Et en attendant, il faut qu'on continue à croire à la beauté de ce geste, c'est-à-dire, pas simplement de façon utopiste, là pour le coup comme moi, mais de façon concrète et pratique, c'est-à-dire, on continue à enseigner, on continue à transmettre, on continue à donner le goût de la lecture, le goût du livre, à faire passer le poème, à faire passer la représentation pour que, bien évidemment, parmi les gens qui vont prêter leur oreille à cette messe littéraire-là, ou à ces différentes formes de rituels littéraires, puissent naître, bien évidemment, des Kourouma, comme Jean-Michel en parlait tout à l'heure, des Kourouma de demain, voilà, des Jean Genet de demain, des Ngoujoua Fiongo de demain, des Sonia Laboutansi d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas tomber du ciel, ils vont venir simplement d'un certain nombre de travail qui est en train d'être fait là, dans la forge. Et sans forgeant qu'on devient forgeron. Donc moi, je crois qu'il y a des possibles. Je ne suis pas défaitiste, je ne ferme pas la porte. Et puis en plus, c'est une génération qui, dans sa relation avec les outils multimédia qu'ils arrivent à utiliser, je trouve qu'ils ne sont pas tout à fait naïfs ni tout à fait bêtes. Donc je crois que quand ils courront après vers la littérature, parce qu'un génie aurait pu parler à son temps, aurait pu permettre de nous ouvrir les yeux, de permettre à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe en relation entre nous et nous-mêmes à travers la littérature, et qu'on courra force vive vers les librairies, vers les bibliothèques, vers les salons, vers les discussions. Et évidemment, cette jeunesse-là, on verra comment elle pourra mettre à profit toute son intelligence de multimédia au service de la littérature. Et là, évidemment, ça va desserrer les étoiles du projecteur. Madame Chantal, vous qui êtes engagée pour la jeunesse africaine, est-ce que quand vous vous adressez aux jeunes Africains,
il est facile de trouver un langage qui s'adapte à leur manière. Cette transmission des valeurs, ça se fait très facilement. Quand j'ai décidé de mener une caravane civique et littéraire, Oui. c'est venu justement de comment dire, ce souci de dire, voilà, où est-ce que nous allons avec l'écriture? Oui. Alors, il fallait diversifier. Il fallait diversifier l'écriture, de l'écriture au théâtre, du théâtre au cinéma, du cinéma à la caravane. Oui. Et alors, moi-même, j'ai été étonnée quand je suis allée. D'abord, j'ai commencé à Brazzaville, parce que mon premier livre a été édité à Brazzaville. Et j'ai fait du théâtre. Donc, c'était les résumés du livre que je fais en théâtre. Et j'ai joué justement avec ses amis. Oui. Et j'ai été étonnée de voir des étudiants. On était justement à l'université, où il y avait un jeune Africain disons 3 jeunes, 2 jeunes qui voulaient traverser la Méditerranée, le désert et tout ce pour aller clandestinement en Europe. Et il y a un qui n'était pas d'accord. Qui n'était pas d'accord d'aller, et l'autre qui les poussait. Finalement, dans la salle même des étudiants, on sentait qu'il y a un groupe qui était pour celui qui voulait partir, et l'autre qui ne voulait pas partir, qui comprenait pourquoi on doit rester chez soi. Et dans la salle même, j'étais étonnée, ça m'a vraiment émue. J'ai dit, voilà comment la jeunesse réagit. La jeunesse réagit, et que tout ça m'a encouragée à aller de l'avant. Et alors, de Brazzaville, je suis allée à Abidjan, d'Abidjan, je suis allée en Guinée, ailleurs aussi. Et j'ai fait la caravane en Guinée, où on a été dans les établissements scolaires, primaires d'abord, où j'ai fait aussi la première expérience. En allant le matin, comment on appelle ça là-bas? Ils appellent ça montée de couleur. Au Congo, par exemple, c'était salut au drapeau, je ne sais pas. Et alors là, à partir de là où on devait expliquer à l'enfant, à tous ces écoliers, c'était quoi la valeur, pourquoi est-ce qu'on devait saluer les drapeaux? C'était dans le cadre du civisme. Oui. C'était quoi ces maths? Pourquoi on devait se mettre devant ces maths-là? Pourquoi on devait chanter l'hymne national? Et moi, ça m'a rappelé mon enfance où je chantais l'hymne national sans comprendre l'essence même le pourquoi de... Oui. On chantait l'hymne national sans comprendre l'essence parce que c'était en français. C'était en français, et quel français? Quel français? C'était du français difficile pour les adultes, je pense. Oui. Alors là, ça m'a vraiment plu de voir les enfants en train de chanter l'hymne avec beaucoup d'enthousiasme et qu'ils comprenaient l'essence. Et là, on a essayé de converser un peu, échanger avec les écoliers autour de ça, autour du drapeau, autour de tout ce qui était emblème, tout ce qui est... Et en Guinée, ils ont un système où dans chaque école primaire, il y a celui qui représente le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, et on l'appelle ministre à l'école. Et pendant le matin, quand ils viennent, et le ministre doit dire un mot. C'est dans des enfants, mais tu vois que vraiment ça les anime. Et après, on a été dans les académies où on a trouvé aussi des jeunes. Bon, on les a prévenus, les recteurs leur ont dit, voilà, il y aura un groupe qui viendra pour ça et ça et ça. Normalement, ailleurs, les étudiants fouillent, ils fouillent carrément, c'est leur moment de détente au lieu de... Mais maintenant, ils étaient tous là, la salle était pleine, et ça aussi, ça m'a étonnée, à voir tous ces jeunes qui viennent vous écouter. Et même au sein des étudiants, au sein de comment on appelle encore? L'académie. De l'académie, il y a aussi des jeunes qui se sont regroupés pour faire du théâtre. À partir du thème qu'on leur a donné, qui jouaient mais impeccablement. Et ça m'a vraiment plu. J'ai dit, voilà, dans chaque établissement, j'ai trouvé ça et je me suis dit, c'était plus facile à moi de transmettre ce que je voulais leur dire. Oui. C'était plus facile à moi de mettre le mot, le mot sur ce que je voulais dire, tout ce que je voulais transmettre. Et je pense que on est dans l'écriture. D'abord, on n'est pas
avant d'écrire, c'est vrai qu'on observe d'abord. Oui. On observe, après, on a des pensées, on a envie de transmettre. Mais après, quand on veut transmettre, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Parce que tu veux transmettre, c'est vrai, mais tu transmets quoi? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre aux autres? Et pour la jeunesse, et pour les adultes. Et on n'est pas seul. On est aussi avec. Parce que quand tu transmets aussi aux parents. Tu transmets aussi aux parents, tu transmets aux éducateurs, tu transmets aux autorités, aux communes de chaque commune. Bon, dans la commune là où... parce que quand ils viennent te recevoir, il y a les recteurs, il y a le chef, le maire, on transmet aussi quelque chose. Et eux aussi te transmettent aussi quelque chose. Et ça fait tout un cercle qui fait que la pensée circule, ça véhicule la morale, ça renforce la cohésion. Même au sein de l'établissement, même ça renforce la cohésion sociale et puis l'intégrité aussi culturelle et tout ça. Moi, je pense que c'est un tout. Hein. C'est vrai qu'au début, on est solitaire, on écrit seul, mais après, c'est le monde qui vient vers soi. Oui. C'est le monde qui vous embrasse avec les pensées, avec ce que tu amènes et tu reçois aussi. Tu en transmets, tu reçois aussi. Je pense que c'est une très bonne chose. Et alors, la littérature a, entre autres rôles, d'aider la société à relever certains défis. Jean-Michel, je voudrais vous poser cette question. En parlant spécialement de notre continent africain, quel rôle les écrivains doivent-ils jouer pour aider à surmonter les défis sociopolitiques de notre continent aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est si simple que ça de faire de l'injonction en disant les écrivains doivent ceci, cela. Oui. Non, ce qui est... Mais ils ont quand même un rôle. Un rôle, bien sûr, oui. Mais leur rôle, c'est d'exister en tant qu'écrivain. Oui. Vous savez, c'est comme dans le reste du monde. Vous avez des écrivains qui s'engagent, d'autres qui ne s'engagent pas. Il y en a qui écrivent pour eux, d'autres qui écrivent pour les autres. Ça a toujours été comme ça. Oui. Julien Gracq, qui est un grand écrivain, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La littérature sur l'estomac », il n'a jamais voulu en parler. Il est resté chez lui, dans l'Anjou. Il voulait faire aucune télévision pour en parler. Il n'a jamais pu être invité à l'émission de Bernard Pivot. Il ne voulait pas venir. Voilà. Donc il y a des gens pour qui la littérature est une fin en soi. Et il y en a d'autres pour qui la littérature est un moyen d'émancipation, est un moyen d'engagement, est une façon de lire le monde à la place des autres. Il y a énormément de manières d'utiliser la littérature pour ce qu'elle n'est pas. Et la majorité de ceux qui gagnent la partie, c'est ceux qui ne se préoccupent pas de l'instant dans lequel on écrit. Oui. Regardez Rimbaud. Rimbaud, de son vivant, le poète Rimbaud, de son vivant, il n'était pas connu. Il est connu comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup d'écrivains. Ils ont été reconnus qu'après leur mort. Donc il y a une temporalité de la littérature qui n'a rien à voir avec l'instant. Et tout ça, ça se travaille au fond avec l'idée que se font ces écrivains-là du monde dans lequel ils sont. Il y en a qui ont une capacité d'anticipation extraordinaire. Le dernier livre que j'ai écrit sur Ernest Renan, qui était très peu connu au XIXe siècle et qui maintenant revient en force sur la scène publique. Avec les besoins du moment. Comment? C'est inspiré peut-être avec les besoins du moment? Il y a des conjonctions de choses qui font qu'à un moment donné, il y a des gens qui se réveillent ou que l'on réveille. Ouais. Et ça, toute cette manigance participe de l'idée que, au fond, tant que les gens n'ont pas une conscience de ce qu'ils sont et de là où ils sont, les choses n'avancent pas. Je parle de Renan parce que ce bonhomme absolument inconnu, on découvre que c'est lui qui avait inventé la séparation de l'Église et de l'État, qui a mis l'Église en furie parce qu'il a écrit un livre sur Jésus qui était absolument un summum de désacralisation du Christ, et ainsi de suite. Voilà, dans une époque où le catholicisme en France était redoutablement structurant.
et les gens qui écrivaient au nom de la religion étaient effectivement sélectionnés. On ne lisait pas n'importe qui. Oui. Voilà, les scélérats, les mécréants, tous ces gens-là étaient dehors. Aujourd'hui, la chance qu'on a, et c'est en ça que je suis d'accord avec ce que dit Dieudonné, c'est-à-dire qu'au fond, les écrivains, ils sont fondamentalement égoïstes et ils ont raison. Ils se disent, j'écris ce que j'ai envie de raconter, et puis on verra bien comment ça marche. C'est des bouteilles à la mer. Mais là-dedans, il y a des pépites, des gens extraordinaires qu'on va peut-être découvrir. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qu'on côtoie en littérature, et ce seront nos enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants, qui vont les découvrir. C'est très possible, ça, puisque ça arrive pour nous. Voilà, donc la littérature, au fond, c'est quand même un monde qui est magique précisément parce qu'il est mystérieux et qu'il le restera tout le temps. Et monde, c'est tellement qu'il faut continuer à scruter. Dieudonné, vous, auteur dramatique, est-ce que vous pensez que le théâtre peut provoquer un changement social dont on a besoin aujourd'hui, je parle toujours dans notre continent africain? Je peux dire oui, tout comme je peux dire c'est compliqué, tout comme je peux dire non. Parce que c'est un moyen d'expression dramatique, donc qui fait partie de ce qu'on appelle un ensemble des gestes dramatiques qui peuvent être assez circassiens, qui peuvent être assez dansants, qui peuvent être assez contés, qui peuvent être assez slamés, donc tout ce qui concourt à une représentation en direct. Et ça, c'est cet art-là, simplement cet art-là, mais c'est pas lui qui est intéressant. Oui. C'est pas lui qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'y passe dedans, dans cet art-là. Pourquoi? Parce que le même outil peut être utilisé pour une propagande, peut être utilisé pour une pub de ceci ou de cela, et ça peut même être utilisé pour un appel à la violence. Oui. Donc, c'est jamais l'outil ensemble qui sert, parce que qui est important, parce qu'il peut être utilisé pour un appel à la violence, il peut être utilisé pour une radicalisation, il peut être utilisé pour un enseignement de qualité, il peut être utilisé pour un éveil. Donc, ce qui est important, au fait, moi je dis toujours que ce qui est intéressant avec le théâtre, c'est pas le théâtre du tout, c'est ce qu'on met à l'intérieur du théâtre. C'est comme avec un flingue, excusez-moi d'utiliser le terme, alors un braqueur peut le prendre pour aller braquer, un policier peut le prendre pour protéger et servir les citoyens. Pourquoi j'ai envie de monter ce texte? Pourquoi j'ai envie de faire entendre ce texte chez les gens? C'est ça qui est primordial ensemble. C'est-à-dire ce qui va se passer à l'intérieur du plateau. Et puis, évidemment, à partir de là, vont s'en suivre les questions de comment je vais le présenter pour que, évidemment, le premier degré ne soit pas trop trahissant, pour que, évidemment, entre ce que je suis en train de vouloir dire aux gens et comment je vais le dire, qu'il n'y ait pas de dichotomie. Parce que des fois, on peut penser juste et agir contrairement et surtout sans le savoir. Et donc, du coup, là, la question de comment, et là, la question de comment, et là, la question évidemment du comment s'impose, parce que c'est par le comment qu'on arrive à faire passer quelque chose ou non. Alors, une fois que la question du comment arrive, donc là, on commence à rentrer dans le traitement artistique. Et ce n'est que quand tous ces différents facteurs qui veulent dire quoi, pourquoi, à qui, quand et où et avec qui, quand toutes ces questions, je trouve des bonnes réponses à ça, en ce moment-là, je pourrais dire que ça vaut la peine de faire ce geste théâtral devant des gens. Mais ça vaut la peine pour moi de le faire devant les gens. En somme, ce qui va se passer pour les spectateurs, ceux qu'on va appeler spectateurs, qui vont venir évidemment à ce rituel, puisque nous sommes des humains, nous n'arrêtons pas de faire des rituels depuis la nuit des temps, on leur change simplement de nom. Donc par rapport aux gens qu'on appelle les spectateurs qui vont venir à ce rituel, là va se passer quelque chose de beaucoup plus intéressant pour arriver, juste pour essayer un peu de donner une réponse à votre question. Oui. C'est-à-dire ce qui va se passer avec les spectateurs pour savoir si quelque chose va changer en eux ou pas, ça va être un chemin purement individuel. C'est-à-dire, dans la salle, il y a 200 personnes, mais ces 200 personnes sont Georges, Moussa, Françoise, Michel, Dieudonné. Ils sont tous différents les uns et les autres et ils vont choper. Pourtant, c'est le même spectacle, écrit par le même auteur, mis en scène par le même metteur en scène, joué par les mêmes comédiens, mais la perception va être différente selon qu'on soit Jacqueline, Françoise, Jean. Et pourquoi? Parce que chacun, c'est avec son expérience personnelle qu'il va le choper. C'est avec sa sensibilité personnelle. Avec sa personnalité. Avec sa personnalité, avec sa culture, avec sa connaissance, avec son peu de bagages, son plus de bagages,
sa sensibilité, son humanité propre. À partir de là, donc, du coup, la même chose qui est posée là sur le plateau ne donne pas les mêmes résultats pour les spectateurs. Donc, le chemin qu'opère le spectacle pour les spectateurs, il s'opère individuellement sur chaque personne qui est dans la salle. Individuellement, c'est pas un truc qu'on appuie sur le bouton, puis ça marche. C'est individuellement. Donc, le spectacle est joué aujourd'hui, mais ces réels résultats pour une transformation possible peuvent arriver dans son temps chez Georges, peuvent arriver demain chez Michael ou pas du tout chez François. Et peut-être vous me poussez à poser une question à deux autres invités. Est-ce que vous pensez que la littérature aujourd'hui, avec ses différentes variétés, contribue suffisamment à la paix et à la stabilité dans nos sociétés marquées de plus en plus par les tensions? Si je commence par vous, Madame. Oui, hein, parce que quelque part, quand on transmet, c'est d'abord pour mieux faire, je pense. Bon, dans la littérature, il y a plusieurs genres, mais je pense que quand on pense à écrire, ce sont des pensées qui se bousculent dans la tête, mais pour quel but? Quel objectif? Et quand on est dans un environnement où il y a eu des conflits, où il y a eu... C'est plus vers le meilleur. C'est ce que moi je pense. Hein. Oui. Et par exemple, moi, quand j'ai écrit mon premier livre, Le ras-le-bol d'une immigrée, je venais justement de Kinshasa. Quand je suis née en RDC, je venais de Kinshasa. Je suis allée en Europe. C'était un exil forcé. Je n'ai jamais voulu y aller. C'est d'ailleurs pour ça que je suis revenue, parce que ce n'était pas mon objectif. Et quand je suis arrivée là-bas, bon, je pense qu'on est observateur ou pas, hein, j'ai beaucoup observé autour de moi et j'ai vu comment la jeunesse africaine qui était là à la merci de... Et c'est quelque chose qui m'a choquée. J'ai dit, mais l'Afrique est déjà en retard. L'Afrique doit se construire. L'Afrique a beaucoup à faire. Et comment est-ce que ses bras solides, sa jeunesse doit mourir dans la Méditerranée, mourir dans les déserts et finir en esclavage moderne? C'est quelque chose qui m'a vraiment... Dès le premier jour, hein, j'ai vu ça, j'ai dit non. Bon, c'est vrai que quand tu arrives, tu dois d'abord aller te présenter quelque part au bureau de l'immigration. Et quand tu vois tous ces gens-là qui viennent de partout pour aller... Déjà là, ça m'a choqué. Et après, bon, en étant en Italie, c'est encore pire, à Rome, où c'est la porte de tous les clandestins. Et avoir tous ces gens en train de circuler pour rien, autour dans la ville, et pour rien, quoi, moi je dis. Et j'ai vu beaucoup de gens, vraiment des barbus qui étaient autour des métros. Et ça m'a choquée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors là, on m'explique que ce sont les cerveaux. Quand on dit l'Afrique a perdu ses cerveaux, fuite des cerveaux, et tu retrouves ces cerveaux-là autour des métros, non, tu pleures. Je dis, mais on me dit, mais celui-là, il est docteur en chimie, l'autre en économie, l'autre. Ils sont tous là autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils sont venus, c'est vrai, ils étaient très intelligents, et après, ils n'ont pas pu trouver du travail à cause de la couleur de leur peau. Oui. Alors, ils se retrouvent là, déjà très intelligents, ils sont allés loin, ils se sont distingués un peu, ils se sont séparés de la communauté, et après, ils ne savent pas revenir dans la communauté. Tu vois? Alors, tout ça, tu regardes, tu te dis, mais l'Afrique a besoin de tous ces gens-là. Si j'avais le moyen, je le prenais tous, je les ramenais à la maison. Mais après, les Européens eux-mêmes n'ont pas de problème avec ça. Hein. Quand tu dis, OK, moi, j'ai décidé de rentrer. C'est d'ailleurs eux qui te disent, mais vas-y, oui. On t'encourage. Mais tes propres frères, tes propres compatriotes, quand tu leur dis, maintenant, je pense qu'il faut rentrer. Mais tu vas écouter des insultes de tout. Tu te dis, OK, restez, moi je pars. Mais quand même, j'ai lancé un mot. Et puis tu repars. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, OK, je rentre. Je rentre avec quoi? Est-ce que j'aurai le moyen de transmettre tout ce que j'ai vu, de lutter contre cette immigration clandestine? Est-ce que je pourrais le faire? Qu'est-ce que je peux faire pour... Directement, j'ai pensé à... Mais même si d'habitude, j'ai toujours l'habitude de griffonner, mais jamais j'avais pensé à écrire un livre. C'est là où j'ai décidé d'écrire, j'ai dit, bon, OK, je me mets à écrire, je vais écrire tout ce que j'ai vu. Et l'objectif, c'est de transmettre, de dire, OK, c'est lui qui veut venir en Europe, c'est son droit, mais je ne pense pas que la clandestinité c'est une bonne chose.
On peut, si on a eu la chance d'avoir des visas, d'aller légalement, moi, c'est pas un problème. Mais aller clandestinement, je me battrai toute ma vie contre ça. Parce que j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu comme j'habitais à Rome et qu'on devait aller à Lampedusa, bon, quand on arrive là-bas, quand on a étudié quand même, tout le monde devient des médiateurs culturels. Oui. Alors on transmet, on devient interprète, on devient traducteur. Et quand justement tu racontes des jeunes qui arrivent, alors leurs histoires, c'est vraiment monté de toutes pièces. Hein. C'est pas que toi-même tu as honte de transmettre ça. Tu te dis mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pour avoir l'asile, c'est pour avoir. Alors ils ont raconté n'importe quoi. Ça t'énerve déjà. Tu te dis non, faut pas, c'est pas possible. La dignité, tu es en train de bafouer la dignité. Là, ça va pas. Raconte ce qui s'est vraiment passé. Si tu dois rester, tu vas rester, mais arrête de... Bon, entre-temps, tu transmets ça aussi. Après, tu dis, bon, je me mets quand même à écrire, et tu écris. C'est vraiment avec rage, hein, c'est vraiment avec rage. Tu dis, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et voilà, la jeunesse, arrêtez, stop. Stop à cet engouement vers l'extérieur. Comme on dit toujours, une citation, un proverbe qui dit on est mieux nulle part ailleurs que chez soi. Oui, restez chez vous. Quand vous n'avez pas le moyen d'aller ailleurs, restez chez vous. Et quand vous avez le moyen, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais quand vous n'en avez pas, restez chez vous. Et c'est ce que moi, je transmets dans mon livre. Je dis, OK, moi, je veux bien. Je n'empêche, le monde ne m'appartient pas. Allez, là où vous voulez, les moyens vous appartiennent, mais entre-temps, il y a aussi des parents qui s'appauvrissent pour que les enfants aillent là où ils veulent, mais il y a la mort qui attend. Et tout ça, c'est vraiment un combat que j'ai voulu mener à travers mon livre. Malheureusement, en Europe, quand j'ai d'abord écrit en italien, et la dame de l'édition m'a dit... apparemment, tes mots vont choquer les Européens. J'ai dit, mais excusez-moi, mais apparemment, c'est comme si l'Afrique n'est jamais choquée avec tout ce que vous écrivez, vous avez toujours écrit. Donc, à partir de cette phrase-là, j'ai dit non, ça m'a révolté. J'ai dit, je rentre en Afrique, je sais qu'il sera difficile, mais je rentre en Afrique avec mon manuscrit. Alors là, j'ai traduit en italien, en français, et c'est là où je suis revenue. Quand je suis arrivée au Rwanda, il n'y avait pas une édition, l'édition était toutes les éditions étaient anglophones. Oui. Et j'ai dû écrire sur Internet et c'est comme ça que mon manuscrit a été... j'ai eu une réponse de Brazzaville et j'ai suivi mon manuscrit là-bas. Et c'est là où je découvre que c'est pas facile. Écrire, ça te prend beaucoup de temps. Et puis après, il faut aller dans une maison d'édition. Il faut d'abord qu'ils les lisent, qu'ils comprennent que c'est intéressant. Si c'est bénéfique aussi pour eux, ça te prend même 5 ans, 4 ans, 3 ans, comme ils veulent, parce que tu n'es pas le seul. Il n'y a pas que ton manuscrit qui est là, il y en a d'autres. Et tu dois attendre. Et puis là, ça sort. Et puis tu dois publier ton livre. Et pour publier le livre, il faut louer une salle. C'est beaucoup d'argent. Et puis après, il faut... La promotion et puis la distribution, c'est toute une industrie, quoi. Oui. Et c'est vraiment difficile. Et les gens ne comprennent pas, parce que les gens te disent, par exemple, à part l'écriture, tu fais quoi? J'ai dit, je fais que ça. Tu ne fais que ça? Alors moi, je pose la question, vous avez déjà écrit un livre? Non. Et alors? C'est que ce n'est pas seulement écrire, c'est tout un processus, c'est tout un parcours, et c'est trop difficile, et ça demande beaucoup de moyens. Et je pense que nous avons vraiment besoin de soutien de tout le monde. Et les gens qui lisent, je pense qu'ils nous soutiennent en lisant. Mais les adultes, par exemple, ne lisent pas, ils n'ont pas le temps. Oui. La jeunesse qui va lire, les premiers livres, mes premiers tirages, j'ai distribué. Parce que j'ai transmis pour transmettre, j'ai écrit pour transmettre. Donc j'ai donné des livres aux étudiants, aux jeunes qui voulaient. Et alors après, maintenant, il faut continuer. Mais bon, on continue, sachant que c'est pas facile. C'est pas facile d'écrire, c'est pas facile de promouvoir, c'est pas facile de... Bon, mais la passion prend toujours le dessus, heureusement. Et j'encourage aussi les autres. Oui. Heureusement que, bon, on ne dit pas que la technologie a tout bousillé, parce que c'est à travers la technologie que... C'était un moyen quand même. Oui, c'est un moyen.
C'est un outil de communication. On se retrouve en groupe, d'écrivains ou de gens du théâtre. On se retrouve, on crée des groupes. On a beaucoup d'amis en Guadeloupe, on a beaucoup d'amis en France, on a beaucoup d'amis en Amérique. À partir de là, on communique aussi et c'est quelque chose de très bien. Je pense que la littérature va rester là où elle est. On l'a trouvée là, on va continuer avec. La technologie va arriver. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a aussi, mais après ça viendra autre chose. Mais bon, on va suivre, on va s'adapter. Je pense que c'est ça la force que nous avons. Nous pouvons nous adapter à tout. Madame Chantal vient de toucher un problème très crucial pour l'avenir de notre continent africain, le problème de l'immigration clandestine. Alors je voudrais poser cette question à vous, Dieudonné. Est-ce que ce problème est bien cerné dans la littérature africaine aujourd'hui? Oula, je sais pas. Je sais pas parce que... C'est un problème qui est compris, qui est suffisamment évoqué. Je n'ai pas étudié à ce cas-là parce que d'abord, je n'étais pas en charge de l'étudier et qu'on ne m'attendait pas à cet endroit-là, comme si j'avais une obligation à formuler sur ce sujet-là. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet qui parle à plus d'un. Parce que c'est un sujet non seulement qu'il est actuel, parce que c'est un sujet au bout duquel il y a souvent une tragédie. Il y a la tragédie des gens perdus dans le désert, la tragédie des gens perdus dans les mers, mais aussi des tragédies qui peuvent arriver à l'arrivée. Parce que le voyage ne finit pas quand on met le pied sur le débarcadère. Le voyage finit quand on concrétise son rêve. Et concrétiser son rêve, ça peut prendre 100 ans, 80, 20 ans, 30 ans, et quand on n'arrive pas à concrétiser le rêve, donc le voyage a juste fait un aller et qui a fait flip complètement, et c'est comme c'est comme des coups de pied dans l'eau. Tout ce que je peux dire, parce que je suis pas très regardant sur le sujet, c'est que c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ont eu à travailler sur le sujet. Après, je peux pas dire à quel endroit ça a impacté la littérature en somme, pour ne pas dire en particulier la littérature africaine. Je sais que ça a intéressé plus d'un. Certains. Après, les manières d'aborder cette question sont tellement différentes et différentes, bien évidemment, parce que d'abord, il s'agit de l'approche de chaque auteur, de chaque écrivain sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Est-ce qu'il a envie de porter une même parole qu'une extrême droite qui va en profiter du coup pour dire « Ah ben, voyez-vous, est-ce que ça va porter une parole beaucoup plus constructive à tel endroit ?» ou bien beaucoup plus c'était matériau pour un travail esthétisant de sa poétique. Bon, moi, la relation en plus que j'ai avec l'écriture, qui est une relation qui est éminemment poétique, donc pour moi, les questions de thème sont très importantes, mais ils sont secondaires. Oui. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ils sont importants, ils sont secondaires, c'est-à-dire la première matrice qui constitue mon acte d'écrire, c'est l'écriture en elle-même. C'est d'abord l'écriture en elle-même. C'est le fait de dire que oui, d'accord, je vais dire quelque chose, mais avec une plume, mais dans une langue, mais avec une poétique, mais avec une charge, mais avec un supplément de me dire que je vais communiquer, je vais parler, je vais être en dialogue, en relation avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Quand on dit de l'autre côté, c'est pas du côté géographique, c'est du côté du livre. Hein. C'est-à-dire, moi, j'écris, puis il y a quelqu'un qui va tomber sur cet amas de feuilles, finalement. Et donc, celui qui est de l'autre côté de ma parole, et qui, lui, il va l'avoir en termes d'outils. Je me souviens quand, en 2016, pour le festival d'automne, où j'étais artiste associé en France, on me demandait de créer un spectacle parce que j'étais artiste associé. Alors là, j'ai créé un spectacle qui s'intitulait Nkengeji. Nkengeji, c'est en Congo. C'est un mot Congo qui veut dire rance et errance. Oui. Parce qu'on les utilise très souvent pour parquer dans les villages reculés, pour parquer des endroits où on a des enclos de bétail, afin de les protéger des bêtes fauves. Quand souvent les léopards sont dans la zone un peu autour des parcs, on utilise les Nkengeji parce que ça repousse les léopards. Donc je travaillais sur cette question, évidemment, de l'immigration clandestine, mais beaucoup plus, je dirais beaucoup plus de la tragédie qui se passait dans les déserts et dans les mers. Beaucoup plus, rien qu'à cet endroit-là, je n'abordais pas de fond la question. Ce qui m'intéressait, c'était la tragédie.
j'écrivais une tragédie. Ce qui m'intéresse, la tragédie, c'est comme si je travaillais sur une tragédie de Euripide ou sur une tragédie, bien évidemment, qui peut être même une tragédie beaucoup plus contemporaine que ça. C'est la question de la tragédie qui m'intéressait et non la question politique, et évidemment qui d'abord prend son essence sur des questions sociales, d'organisation sociale, très très complexes et très très compliquées. J'aborde la question de la tragédie, donc la démarche était beaucoup plus poétique, donc beaucoup plus dramatique, donc beaucoup plus poétique. Et après, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'après la représentation, on avait ouvert, pour ne pas dire un débat, une rencontre avec le public qui était là, avec des gens qui dirigent aussi un certain nombre d'associations de lutte contre ceci ou de cela. Voilà, un débat qui était ouvert. Pendant le débat, moi, j'étais incapable de participer à ce débat parce que là, on rentre dans un territoire beaucoup plus activiste et beaucoup plus politique. Et donc, moi, ce que je pouvais faire, c'est de créer le spectacle et inviter les gens, comme je pouvais inviter Chantal. Si, à l'époque, j'avais connaissance de l'existence de Chantal, je l'aurais invité. Donc, je vais inviter les gens qui, évidemment, étaient à même de réfléchir autour de la question. Moi, en tant que créateur d'un spectacle, tout ce que je peux faire, c'est de permettre qu'il y ait un spectacle, puis après, inviter les gens. Tu vois, donc, c'est important pour moi de spécifier cet endroit, c'est-à-dire il y a un endroit auquel je n'irai pas qui n'est pas mon endroit, pour ne pas être comment tu appelles ça, comment Molière l'appelait, un tartuffe, pour ne pas être un tartuffe de l'affaire, tu vois. Donc je préfère m'arrêter à l'endroit où j'ai quelque chose que je sais utiliser, et si cette question m'interpelle, je préfère inviter des amis qui auront bien évidemment l'intelligence de la décortiquer en photocomple. Moi, si elle m'interpelle, c'est en geste politique que j'en parlerai. Et alors, Jean-Michel, en tant que journaliste et documentariste, est-ce que vous, d'après ce que vous avez expérimenté, est-ce que les réalités africaines, sans parler uniquement de ce problème de l'immigration clandestine, est-ce qu'on peut dire que les réalités africaines sont suffisamment évoquées dans la littérature mondiale? Oui, je pense que ça, c'est un constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un aspect qualitatif extraordinaire dans la littérature du Sud, oui, qui n'est pas comparable à celle du Nord. C'est faire un mauvais procès à la littérature que de hiérarchiser ce genre de constat. Moi, je vois des écrivains qui m'ont marqué très tôt, Aimé Césaire, par exemple, Franck Fanon, mais ces gens-là m'ont marqué autant que Solzhenitsyn plus tard ou Salman Rushdie un peu plus tard. Voilà, donc quelque part, je m'en fous un peu de la nationalité des écrivains. Ce qui m'intéresse, c'est leur univers. Et c'est comment ils arrivent à mettre le doigt là où ça fait mal et là où ça fait du bien. Et quand on a réuni, ce qui a été le cas même de personnages finalement assez étonnants, comme Léopold Sédar Senghor, dont j'ai fait également la biographie. Senghor, sur ses cartes de visite, il mettait poète et président de la République. Aujourd'hui, quand vous dites poète et président de la République, ça vous fait rire. C'est comme si vous aviez l'ordre et le désordre qui cohabitaient dans un même corps. Mais Senghor pouvait se permettre de faire ça. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai fait cette biographie, quelque chose d'extraordinaire et qui a animé chez moi une flamme à l'endroit de la littérature extraordinaire. Senghor avait fait un décret pour obliger tous ses fonctionnaires à écrire correctement le français, avec des majuscules, avec des imparfaits du subjonctif, comme s'il niait totalement l'existence d'une culture africaine manuscrite en plus. Oui. Hein, y a une langue écrite en Afrique, on l'oublie tout le temps, on parle que de l'oralité, mais il y a une tradition, les manuscrits de Tombouctou sont là pour le prouver. Bien sûr. Mais il y a chez Senghor quelque chose qui était formidable, rien que de vous entendre parler tous les trois, ça me réveille justement sur l'idée qu'un personnage comme Senghor, beaucoup plus qu'Houphouët-Boigny, qui ne savait pas écrire, mais Senghor avait réussi le tour de force de mélanger de la poésie, de faire des élégies extraordinaires quand des grandes figures du Nord, parce qu'il était assez fasciné par les Blancs qui sortaient de l'école normale, mais en même temps, on le lisait, on l'écoutait, et Senghor a fait un travail assez magnifique quand même. Voilà, bon. Donc la littérature, lui, il l'a désacralisée,
pour s'en emparer, pour des raisons qui sont liées à son hubris, à sa manière de fonctionner. Mais Aimé Césaire, d'une certaine manière, a fait pareil. Mais au fond, la littérature, elle transgresse, elle transcende tout ça. Elle peut se situer... Quand vous lisez Bukowski, par exemple, vous lisez des poètes, des poètes qui sont vraiment pas faciles à lire parfois. Et pourquoi vous les lisez? Pourquoi on lit Rimbaud, par exemple? Rimbaud, son œuvre, c'est 97 pages. C'est pas énorme, hein? Si vous enlevez la prose et vous gardez que la saison d'enfer et que les illuminations. Oui. Mais quand vous lisez ça, vous vous dites, mais punaise, ce type, il a changé le monde. En 97 pages. 97 pages, il a construit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? À 20 ans, il décide d'arrêter d'écrire et de se barrer à Harar, en Abyssinie, c'est-à-dire pas très loin d'ici, à une heure à celle en Éthiopie. Donc lui, il s'en fout complètement de savoir qu'il est des Ardennes. Il a envie d'écrire de manière universelle. Et les grands écrivains, je ne parle pas d'écrire, je parle de littérature, ils ont une ambition universelle. Ils sont sur une planète. S'ils pouvaient se faire comprendre des animaux, ils seraient encore plus heureux. Voilà. Ils se contentent des hommes et des femmes, évidemment, mais ils savent très bien qu'ils en toucheront une très petite minorité, mais ça suffit à faire germer un génie qu'on va garder probablement jusqu'à la fin de l'éternité. Et là donc, on s'achemine vers la fin de notre émission. Une question que je vais poser à tous les trois, mais à laquelle vous allez répondre en une phrase seulement. Pourquoi la littérature reste-t-elle indispensable aujourd'hui? Pour toujours espérer en l'homme, et on dirait aujourd'hui, et en la femme. Dieudonné? Pour continuer à articuler le sens de la beauté. Et Madame Chantal, pourquoi la littérature reste-t-elle indispensable aujourd'hui? Parce que l'humain est toujours confronté à des problèmes et je pense qu'il espère toujours le meilleur. C'est pour espérer le meilleur ça passe par là, je pense. Oui. Et c'est justement sur cette note d'optimisme que nous allons clore notre émission. La littérature qui nous conduit vers le meilleur maintenant et pour l'avenir. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous les continents, à la jeunesse africaine, à la jeunesse mondiale, pour que la littérature puisse nous aider à relever les défis du moment à présent. Merci en tout cas à tous nos invités. Madame Chantal Bousserouka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dieudonné Niangouna, merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'émission. Merci. Et à vous également, Jean-Michel Diane, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Et à vous, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos, merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'émission. Prenez soin de vous. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.